Réflexion socio-économique 9. Macroscopie bi-économique 5. Cœur pyramidal. Proportion. Localisme. Commerce international. Au beau milieu des nombreux détours de navigation à vue que l'archipel des agrégats socio-économiques impose pendant la traversée pacifique de ses réflexions, il est bon de s'attarder sur le sommet d'une île afin de faire le point et d'observer la direction que prend peu à peu le chapelet montagneux jusqu'à présent exploré, et plus encore l'horizon assez prometteur des prochaines étapes incontournables, tandis que ces petites terres éparpillées commencent à s'agencer en un collier ouvert et ordonné, patiemment reconstitué par le sillage d'une curiosité désireuse d'être utile et logique, malgré la persistance de certains brouillards qui devront tôt ou tard se dissiper. Ainsi semble-t-il profitable, avant de poursuivre l'analyse des autres agrégats économiques, de prendre à nouveau la hauteur suffisante d'une réflexion historiquement transversale à visée planétaire, afin de ne pas perdre de vue la pertinence des nombreux éléments déjà étudiés vis-à-vis de ceux qui sont encore programmés pour la suite de ce livre 2, un peu à la façon d'un fin gourmet prenant le temps de s'octroyer la pause digestive d'un trou normand au beau milieu d'un repas trop copieux pour ne rien perdre des saveurs et des nutriments d'une bonne table. 1. La cohérence pyramidale. La cohérence nécessaire à toute société équilibrée, si gravement mise à mal depuis la mondialisation en raison de la finalité strictement financière de cette dernière, suppose un minimum de correspondance historique entre les 4 faces de chaque pyramide sociétale, voire les 5 faces, en incluant au même titre son socle naturel, afin d'assurer au mieux l'autonomie et l'indépendance de chaque communauté citoyenne. Il ne faut en effet jamais perdre de vue que la société, en exprimant un besoin grégaire d'association d'innombrables énergies individuelles, est censée permettre à tous ses citoyens d'accéder à un niveau de confort, de bien-être, de conscience ou d'épanouissement très supérieur à ce que ces derniers pourraient obtenir isolément, même si, comme on a déjà pu le noter, l'histoire improvisée s'est hélas jusqu'à présent construite sur une violence et un instinct de surdomination exacerbés par l'enjeu vital du tout ou rien. La situation mondiale présente, révélée dans toute son aberration par les conséquences internationales de la pandémie du Covid-19, est la preuve historique la plus éclatante de l'absence de cohérence minimale de toute logique empiriquement monosystémique en termes d'équilibre sociétal, de justice et de paix. La loi du plus fort, qui prévaut encore sur les droits les plus vitaux faute de démocratie effective et de répartition bi-économique, a de facto détruit maintes cohérences locales, régionales et nationales, un peu comme si le chantier gigantesque d'une unique pyramide mondiale était en route, sur la seule base du profit maximal, aux dépens de chaque entité culturelle et sociétale. Il suffit d'observer le revirement tout récent de principes et en parole d'un président Macron en faveur du localisme et de l'indépendance industrielle pour saisir et déplorer l'inanité de la moindre logique économique supranationale dès lors que le seul surprofit en constitue le moteur. Que cela soit d'un point de vue constitutionnel et politique ou économique et social, la cohérence minimale de chaque construction sociétale suppose de fait une indépendance, une autonomie, ou pour tout dire une souveraineté aussi complète que possible, faute de quoi ladite société se trouve en situation de vassalité directe vis-à-vis d'une autre, laquelle se traduit aussitôt par une surexploitation relative ou absolue assimilable à une forme ou une autre de colonisation, voire d'annexion. Ainsi, tout espace géographique et démographique relevant d'une même identité comptable correspond-il à un territoire donné sur lequel s'est construite et évolue sans cesse une communauté humaine historique dont les caractéristiques sont d'ordre politique, économique, social et culturel, sans autre priorisation que la seule chronologie des réflexions en cours. La cohérence systémique de la pyramide allégorique suppose le maintien d'un équilibre parfaitement centré, bien qu'évolutif, entre les 4 faces de sa construction, sur la base d'un socle écologique autosuffisant dans la mesure du possible. Dans l'idéal, cela impliquerait que ladite pyramide se construise exclusivement avec les matériaux de son environnement naturel le plus immédiat, et en utilisant intégralement les ressources décisionnelles politiques, techniques, culturelles, et surtout organisationnelles, socio-économiques de la population concernée. Qui plus est, ladite pyramide s'en trouverait bâtie une fois pour toutes
dans une dimension donnée, fixant ainsi à jamais ses parfaites proportions et n'évoluant dès lors qu'en termes qualitatifs concernant son contenu ou sa propre substance sociétale. Or, l'histoire n'est qu'une permanente évolution, par laquelle, même dans la situation précédente, les faces de la pyramide peuvent s'épaissir et s'agrandir sans garantie aucune de le faire en même temps, sans compter que les aléas géographiques et l'éparpillement trop inégal des ressources supposent des matériaux venus d'ailleurs et de nombreux échanges commerciaux ou militaires pour se procurer les pierres taillées ou la main-d'œuvre la plus soumise. Ainsi faut-il bien reconnaître que l'évolution historique et les progrès de communication inéluctables sont autant de facteurs favorisant un enrichissement relationnel sur le mode concurrentiel d'une lutte spontanée pour la domination, sans autre limite naturelle que la planète elle-même, à l'échelle qui nous concerne ici. La liberté de cette évolution historique apporte de très nombreux bienfaits, et les échanges qui résultent de cette émulation ou synergie internationale ne sauraient être remis en cause sans limiter gravement le potentiel positif de l'histoire à venir, autrement dit, du progrès ou de la communication interhumaine sous toutes ses formes. L'actuelle prise de conscience planétaire, tout comme la multiplication des échanges les plus complémentaires, sont autant d'avantages dont profitent un nombre croissant d'humains, y compris les ennemis de la mondialisation dans sa forme ultralibérale actuelle. Dans ce contexte historique constamment élargi et toujours plus imprévisible, les sociétés humaines sont appelées à se redéfinir, sans pour autant se définir à nouveau comme avant, malgré les tentations compréhensibles de repli identitaire ou national sur fond de nostalgie d'un passé à jamais révolu, et en raison de l'absence de toute nouvelle perspective sociétale motivante. Il est inévitable que, faute de mieux, la destruction des sociétés précédentes par la coagulation mondialiste de la finance et du profit incite au retour en arrière, à la façon d'une impasse obligeant un véhicule de transport en commun à reculer, avec le risque d'y laisser sa carrosserie en blessant ses passagers. Or, sous l'éclairage du macroscope bi-économique et des principes délodistes qu'il suppose, les débats sans issue qui opposent les soi-disant progressistes libéraux à de prétendus réactionnaires et autres populistes ne font qu'exprimer la double nature des uns et des autres, tant il devient évident que seules les propositions tempérantes, de par leur juste équilibre, seront à même de réconcilier ces opinions en réalité complémentaires. La véritable cohérence sociétale pacifique et minimale, à laquelle chaque citoyen et chaque peuple a légitimement droit depuis l'origine de l'humanité, ne peut être assurée que par l'équilibre politique délodiste et le minimum-maximum de la partition-répartition bi-économique qui en constitue la base sociale. Cela équivaut en quelque sorte à la définition d'une sous-pyramide aux proportions parfaites et de cohérence totale au sein même de la pyramide historique évolutive visible à chaque époque, laquelle est par définition toujours instable, puisque constamment en chantier. Solidement ancré sur la réalité objective et universelle de la minauté, le domaine public et sa gestion démocratique la plus directe et locale possible permettront bientôt de définir, d'ajuster et de conserver définitivement les justes proportions de l'équilibre sociétal pacifique, tout en évoluant en douceur au fil des capitalisations communes d'une évolution par ailleurs indispensable dans le temps, comme dans l'espace terrestre de notre humanité. Par définition, ce cœur pyramidal doit permettre à toute société, de fait autodéfinie, d'équilibrer à minima les quatre faces sociétales de sa noble construction, et si possible jusqu'à sa cinquième et en réalité première face territoriale et écologique. La nouvelle définition sociétale multifaciale proposée par ces pages atteint un degré d'universalité sans précédent, puisqu'elle permet potentiellement de mesurer les contraintes minimales de toute société réellement autonome et souveraine. Aucune cohérence écologique, socio-économique, culturelle et politique stable n'est en effet possible sans la définition et la préservation volontaire et commune du cœur pyramidal de chaque société apparente, garantie qui n'interdit aucunement par ailleurs l'évolution permanente du chantier de l'histoire, puisque, bien au contraire, cette dernière s'en trouve aussitôt pacifiée. 2. Proportion et dimension. Les civilisations, tout comme les nations et leur culture, sont le résultat aléatoire de violentes évolutions historiques impliquant contact
et différenciation face à des voisins immédiats, en même temps qu'une lutte interne et sans merci pour la domination, au fil d'une aventure plus animale qu'humaine dont les frontières actuelles sont le reflet toujours précaire. Ces regroupements humains accomplis de gré ou de force ont peu à peu abouti à un véritable puzzle géodémographique passablement irrationnel, associant désormais dans un village global des entités d'une variété infinie en termes de taille, de richesse et de pouvoir. Hormis l'influence originelle des barrières naturelles de notre environnement, lesquelles se trouvent désormais largement dépassées par les moyens de communication, force est d'observer que les critères de construction des multiples pyramides sociétales, ainsi improvisées, sont toujours subjectifs et irrationnels au regard de la nature universelle de l'espèce humaine et de toute vie terrestre. Bien que, précisément, les cultures induites par ces agrégats parcellaires d'humanité témoignent d'évolutions pour le moins très différentes en termes de maturité ou de stade de développement. Autrement dit, les contextes pratiques et historiques construisant chaque pyramide sociétale actuelle définissent des entités économiques intrinsèquement arbitraires, nonobstant l'influence inévitable des us et coutumes culturels et sociaux sur nos comportements collectifs autant qu'individuels. Pour autant, toutes les lois objectives de la pesanteur économique et sociale sont les mêmes partout, quelle que soit la façon historique de construire chaque pyramide, induisant à long terme des conséquences aussi implacables qu'un principe malthusien ou darwinien pour risquer jusqu'aux effondrements mortifères que l'on sait. Au fil du temps, sur le mode concurrentiel qui prévaut toujours en l'absence de tout espace vital sanctuarisé, les pays et nations d'aujourd'hui sont dans la même situation que n'importe quelle entreprise humaine, tandis que sous la direction jusqu'à ce jour illégitime de minorités dominantes, les options imposées aux divers peuples font le lit d'une spécialisation et d'une interdépendance dont la seule rationalité-finalité est aujourd'hui financière, pérennisant ainsi l'injustice et la violence systémique en les aggravant inexorablement au péril de la terre, humanité comprise. Le cas français en offre un des pires exemples, dans la mesure où cette société, parmi les plus autosuffisantes au regard de ses ressources potentielles et hautement développée à maints égards par le passé, s'est vue vidée de sa substance par le hold-up de la mondialisation au point d'être dépendante du reste du monde pour l'essentiel de sa production et de sa consommation, tandis que l'emploi disparaît ou se précarise pour une proportion croissante de sa population. Pire encore, la globalisation partielle du faux projet européen néolibéral aboutit à la seule promotion de la face pyramidale économique stricto sensu via l'euro, pour lui faire écraser sans aucun état d'âme les faces sociales, politiques et culturelles qui devraient en toute logique aller de pair. Qu'il s'agisse de minuscules États parfois très riches, par la grâce d'une ressource naturelle surabondante, si ce n'est par l'artifice d'une option financière défiscalisée, les transformant en laveries d'argent sale, ou de puissances géantes d'échelle quasi-continentale, voire a fortiori de la triste majorité des autres nations anciennement riches ou pauvres, qui subissent de plein fouet la logique ultralibérale débridée, les pyramides sociétales deviennent de fait anormalement interdépendantes, sans que toutes les faces qui doivent en maintenir l'équilibre bien centré aient une chance égale d'évoluer. Or, dans cette perspective d'analyse historique macro-sociétale, l'approche minutaire et biéconomique permettra enfin d'éclairer le fond de la réalité mondialiste en autorisant une classification limpide entre la bonne et la mauvaise internationalisation, dès lors que l'on pourra tenir compte du cœur sociétal exhaustif de chaque pyramide. La liberté d'être et d'agir, identifiable à l'indépendance ou à la souveraineté, suppose idéalement une autonomie minimale entre les 4 et même les 5 faces de chaque pyramide, du moins concernant le cœur pyramidal que représente le domaine public, sans quoi il ne saurait y avoir la moindre cohérence architecturale minimale et sécurisée, autrement dit, la moindre paix sociale durable. Cela revient à dire que, s'il doit y avoir échange et contact interpyramidal avec n'importe quelle autre entité sociétale, l'interdépendance qui en résulte devrait être, autant que possible, limitée à l'épaisseur externe de la construction, cette dernière étant de fait en chantier permanent avec les divers aléas correspondants, tandis que sa nature devrait idéalement correspondre à une partie du seul domaine privé. L'analyse minutaire
par définition objective et universelle dans le temps et dans l'espace, permettra bientôt de mesurer la vraie valeur et la nature utile ou non de tous les échanges internationaux aussi facilement que celle de leurs équivalents domestiques, tandis que la partition biéconomique définira, de façon à la fois précise et évolutive, le cœur pyramidal dans son rapport intrapyramidal avec sa propre enveloppe, via la partition domaniale paritaire déjà étudiée. Cela ouvre pour chaque pays, ou espace comptable collectif, la perspective d'une gestion socio-économique enfin optimisée de façon à la fois réaliste et exhaustive, respectant ce que l'on pourrait appeler la loi de l'optimum maximisé. En effet, l'architecture de la pyramide sociétale de chaque domaine public potentiel, cachée sous les apparences de la construction historique et évolutive qui l'enveloppe et la fait grandir ou s'effondrer selon le cas, constitue le lieu primordial d'un équilibre sociétal propre à garantir le minimum-maximum déjà mentionné, sur l'axe du centre de gravité résultant des 4, voire 5 faces nécessaires à l'autonomie la plus complète. Mais puisque dans la réalité historique planétaire, les relations internationales permettent avant tout de dépasser largement les limites naturelles d'un socle territorial toujours insuffisant en ressources disponibles, il faut comprendre les échanges interpyramidaux comme l'opportunité d'élever les 4 autres faces de la construction via une forme de plus en plus pointue, ce qui a pour effet de rendre d'autant plus indispensable la justesse de détermination de la partition biéconomique. De fait, et suivant les lois de toute architecture, cet équilibre se trouvera sur l'axe vertical du centre de gravité, mais ce dernier, tout comme le sommet du minimum-maximum, pourra toujours évoluer en hauteur par le jeu historique des contacts et des échanges, outre le développement logiquement prioritaire des potentialités sociétales internes. Cela n'interdit aucune des configurations empiriques résultant de l'histoire économique régionale, continentale ou planétaire, mais permet de comprendre que le domaine public peut donc évoluer en fonction de la hauteur de son propre sommet, en tant que cœur pyramidal de chaque édifice historique. On peut rêver d'un paradis terrestre sociétal, qui résulterait d'une parfaite et exclusive adéquation entre les 5 faces de la fameuse construction égyptienne, à tout le moins concernant le cœur architectural du domaine public, ce qui signifierait qu'aucun besoin de contact extérieur ne saurait troubler l'équilibre ainsi atteint. Mais le plus important pour la paix sociale et l'optimisation évolutive de la gestion sociétale sous tous ses aspects suppose seulement que les proportions d'équilibre de ce cœur restent les mêmes, quelle que soit la hauteur de l'édifice public au sein de l'ensemble historique, garantie que seule la partition-répartition biéconomique permet d'obtenir. La réalité historique et géographique de notre condition terrestre, dont l'aboutissement d'échelle planétaire est inéluctable, implique un certain degré d'interdépendance objective entre des sociétés toujours incomplètes et qui gagneraient à s'uniformiser sur le plan écotechnique de la gestion des ressources et des échanges socio-économiques, par le biais de la valeur universelle de la minuté et du principe biéconomique. Or, de trop grandes différences culturelles et subjectives retardent cette évolution, témoignant de degrés de maturité très variables en direction de ce lointain et pourtant incontournable accomplissement sociétal et universel. À travers cette marche pour le moins erratique et inutilement douloureuse de l'humanité, le sens unique de l'avenir est pourtant déjà préinscrit au plus profond de nos gènes, tout comme dans le secret de l'atome et de son étrange antimatière, telle une programmation logique implacable, et la contribution des réflexions en cours ne vise qu'à faire progresser les sciences et les consciences humaines dans cette attirante perspective, via la compréhension et la maîtrise des rapports sociétaux les plus objectifs sur les faces, logiquement, en vis-à-vis du social et de l'économique. Dès lors, l'essentiel des différences culturelles observables dans l'actuelle mosaïque planétaire révèle l'empirisme irrationnel d'États, de nations et d'empires toujours construits sur le mode primaire de la loi du plus fort, sous le joug psychologique d'une condition historique et de réflexes en contradiction flagrante avec la double nature de notre espèce humaine. Les définitions culturelles et arbitraires qui découlent de cet inévitable tâtonnement nous aveuglent face à l'universalité de la réalité objective sous-jacente et de son courant le plus profond, jusqu'à nous diviser en tempêtes écumantes de violence à la surface des apparences. Sous l'éclairage du point de vue d'élodiste
minutaire et biéconomique, toutes les entités sociétales actuelles se révèlent aussi accidentelles que fragiles, simple résultat d'une histoire humaine trop chaotique, sur fond de conditions géographiques inégales et naturellement évolutives. Pourquoi ne pas regrouper certaines entités déjà culturellement compatibles et de facto interdépendantes car complémentaires, telle la majeure partie de l'Europe actuelle, si ce n'est en raison de différences subjectives, à la fois politiques et économiques, dans le but principal de préserver les intérêts minoritaires des castes dirigeantes? Inversement, pourquoi ne pas maintenir l'indépendance de ces nations européennes en les fédérant pour les seuls projets utiles et profitables à chacune, si ce n'est pour les mêmes raisons surdominatrices et conservatrices? En prenant un minimum de hauteur de vue, il semble évident que les entités comptables, tout comme les lois sociales ou économiques si complexes dérivant des improvisations historiques de nature monosystémique, ne sont que de vaines et incomplètes, sinon même hypocrites tentatives de réconcilier nos contradictions humaines sous la pression constante de la loi tendancielle de l'équilibre bisphérique et de maintes luttes sociales, tentatives au demeurant programmées pour échouer, ou à tout le moins ne jamais aboutir à terme, du fait de la priorisation abusive des intérêts minoritaires et privés. Quelles que soient les circonstances et leurs effets sur la hauteur toute relative de la pyramide, l'équilibre sociétal absolu dépend du cœur de cette dernière, sur la base objective désormais autorisée par le calcul minutaire et biéconomique, d'autant plus que cet instrument universel permettra aux futurs économistes de mesurer et de contrôler la nature et le volume des échanges réellement utiles, aussi bien que de repérer les effets pervers de toute interdépendance nocive, c'est-à-dire nuisible à l'équilibre socio-économique et pyramidal, en incluant au passage une dimension écologique devenue ainsi d'autant plus facilement mesurable. 3. Dimension optimale et localisme. En raison même des contacts planétaires, il est inéluctable que de nombreux échanges positifs se développent, permettant désormais à chaque citoyen du monde d'élargir sa conscience, sa connaissance et son expérience de toutes les saveurs de ce petit univers, et cette dimension des échanges sera spontanément favorisée par la gestion biéconomique et minutaire, à condition que la phase politique correspondante devienne délodiste. À l'inverse, tous les abus caractéristiques de l'opportunisme ultralibéral qui pille les ressources naturelles, recolonise des pays entiers et asservit l'ensemble des peuples, seront peu à peu gommés de la carte mondiale à mesure que les activités et les emplois se répartiront en se localisant au plus près des consommateurs, selon l'écologique du bon sens le plus élémentaire, a fortiori s'agissant du minimum socialement vital de la garantie citoyenne et du domaine public. Ici encore, la valeur fixe et universelle de la minuté, associée aux données statistiques et à la puissance de calcul des nouveaux outils numériques ou digitaux, devrait permettre de visualiser presque en 3 dimensions, non seulement les pyramides macro-sociétales de tous les pays dans leurs dimensions socio-économiques les plus quantifiables, mais tout autant les constructions locales et régionales, afin d'optimiser l'équilibre nécessaire au plus près des citoyens et d'économiser ainsi le temps, l'argent et toutes les ressources humaines et naturelles via la gestion sociale et territoriale la plus équilibrée et complète qu'il se peut. L'incohérence si bouillonnante de l'immense chaudron mondial, dont la main invisible de la finance spéculative tourne encore la cuillère, ne fait plus aucun doute pour personne, comme le révèle par exemple le plan de relance économique post-Covid-19 de l'actuel gouvernement français, puisque l'essentiel de la très généreuse distribution d'argent public en question revient à des méga-entreprises qui ne se privent pas de dégraisser leur personnel dans l'Hexagone, tandis que les sommes allouées aux citoyens consommateurs ne feront au mieux qu'encourager d'autant les importations, compte tenu d'un tissu industriel national délibérément démantelé. Dès lors, on comprend que la fuite en avant de cette logique monopolistique suggère le mirage prétexte d'une forme de gouvernement mondial, en douloureuse gestation, aussi improbable que l'inutile promesse d'une construction politique européenne indéfiniment retardée, pendant que la gouvernance économique actuelle en surprofite toujours plus. Autant il s'avère certain que des instances mondiales réellement démocratiques seront de plus en plus nécessaires pour intervenir dans certains contextes internationaux,
Autant il est visible que les organismes actuels sont impuissants à gendarmer le monde de manière efficace et inexistants sur le plan politique, quand ils ne se trouvent pas eux-mêmes pervertis en vils outils de surdomination minoritaire. À l'instar de toute démocratie de taille humaine, il est dès lors plus réaliste de partir de la base, du local, du régional et du national, pour construire, si nécessaire, une honnête coagulation bénéfique à chacun des participants, en lieu et place des jeux de puissance concurrentielle entre États. Du point de vue biéconomique, on peut dire que tous les pays dont le cœur pyramidal, c'est-à-dire le domaine public ou le minimum socialement vital, dépend anormalement de l'étranger, ont objectivement intérêt à fusionner avec un de leurs partenaires, faute de profiter de la masse critique suffisante pour pouvoir s'assurer la moindre garantie citoyenne pérenne quant à leurs besoins vitaux, sans aléas ou dépendance nette subie de l'extérieur. D'un autre point de vue, il est vrai que la dépendance entre pays exportateurs et importateurs est largement réciproque, preuve qu'un certain degré de spécialisation internationale soude de facto tous ses partenaires dans une réciprocité que les pays de l'OPEP, tout comme la Chine ou le reste de l'Asie, ne sauraient démentir. L'important est dès lors de pouvoir trier le bon commerce international du mauvais, dans le sens objectif d'un calcul socio-économique, enfin exhaustif, à l'aide de l'analyse minutaire factuelle et dans le respect du principe biéconomique et de sa partition égalitaire. La dimension optimale de la pyramide sociétale, voire des pyramides sociétales emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes, pourra bientôt se rechercher et se définir de façon plus objective que jamais grâce aux outils déjà proposés dans ce livre, rejoignant en cela le bon sens le plus direct, en particulier vis-à-vis de l'équilibre écologique au sens exhaustif, c'est-à-dire incluant l'humain dans la totalité de son propre environnement. Cela suggère déjà que du point de vue cohérent de toute société humaine, le commerce international doit avant tout procurer au pays ce qui lui manque, ce qui revient à dire ici que dans la mesure du possible, tout ce qui peut être produit sur place pour la consommation nationale doit se trouver non seulement favorisé, mais protégé par les conditions sociétales si complémentaires des trois autres faces de la pyramide, en particulier via la régulation frontalière. Par nécessité politique vis-à-vis de la constitution délodiste devant assurer à chaque adulte la garantie citoyenne et l'activité minimale qui correspond, mais aussi par respect de l'indépendance et de la souveraineté que suppose l'existence même de toute entité sociétale, et plus encore pour réduire l'empreinte carbone et toutes les autres formes de pollution dérivant des transports et autres échanges inutilement complexifiés, le localisme régional et national s'impose déjà, ou plutôt à nouveau, dans tous les esprits de bon sens, comme la dimension optimale à respecter, sous peine de causer aussitôt les plus graves déséquilibres sociétaux autant qu'écologiques, comme le démontre si tristement le hold-up commercial, financier et bancaire de la mondialisation ultralibérale. Nul besoin d'être un génial architecte égyptien de quelque règne pharaonique pour savoir qu'on ne construit pas une pyramide sur une seule face, ni même de s'appeler Keynes, pour constater l'inanité des politiques économiques excessivement libérales, lesquelles transforment un État passivement complice en pompier infirmier impuissant face aux plans sociaux des multinationales. Le rôle de la face politique est de garantir l'environnement légal pour que toutes les entreprises utiles et viables du pays aient les meilleures chances d'autodéveloppement en situation de concurrence loyale, au lieu de tromper a posteriori les citoyens en venant vainement au secours de telle ou telle situation médiatisée, en parole et sans les actes, tandis que sous le masque d'un virus libéral depuis longtemps monopolistique, la face politique de la fausse pyramide sociétale se réduit à la farce politicienne d'une entité fantôme. L'analyse minutaire des échanges internationaux permettra aux bi-économistes de mesurer plus concrètement que jamais tous les flux de travail, de valeurs et de marchandises qui caractérisent le monde actuel, avec l'avantage d'en révéler les aberrations économiques et écologiques de façon quasi incontestable, démontrant à quel point le dépassement de la progressivité localiste s'est trouvé artificiellement biaisé pour l'intérêt le plus minoritaire qui soit et dans des conditions assimilables à une délinquance criminelle vis-à-vis de milliards d'êtres humains maintenus en situation d'esclavage contemporain, dans la précarité la plus absolue.
qu'il s'agisse de choix délibérément conscients ou de la folie aveugle de la main invisible d'un marché dépourvu de tête, ce mode d'évolution historique ne saurait perdurer tel quel face à ses propres contradictions, et n'aura le droit légitime de perdurer qu'en se conformant d'abord au pilotage démocratique de la garantie citoyenne, seule façon pour le vrai libéralisme positif qu'il contient de refaire surface. Précisément, seule la priorisation démocratique d'élodistes, jointe à la cohérence pyramidale du domaine public gérant la partition-répartition bi-économique, permettra d'assainir cet empoisonnement généralisé et d'éviter le suicide collectif qui en découle, en redistribuant à parité les rôles légitimes et respectifs de la liberté d'entreprendre et de l'égalité minimale auquel chacun a droit par sa seule existence sur Terre. L'avenir démontrera qu'il n'est aucune autre solution possible face aux contradictions toutes apparentes de notre double nature, y compris à l'échelon planétaire. 4. Localisme et mosaïque des marchés. La double influence des conditions historiques et géographiques précédant l'ère planétaire actuelle a suscité pendant des millénaires la naissance de sociétés humaines séparées, à la façon de villages isolés, trop rarement en interrelation pour développer le moindre dénominateur commun du point de vue pyramidal, quelle que soit la face concernée, et malgré l'ancienneté relative des premiers échanges commerciaux. Mais l'évolution inéluctable des dits contacts, hélas plus souvent musclés que pacifiques, a conduit l'humanité jusqu'à la situation présente, qui d'une façon ou d'une autre constitue déjà l'improvisation d'une civilisation planétaire. Car il suffit que des contacts durables se multiplient pour que tôt ou tard, via les échanges, les fusions ou les annexions, une mise en commun objective s'opère peu à peu, filtrant à long terme des intérêts mutuels, en dépit des conflits politiques, culturels et commerciaux que l'improvisation historique a jusqu'à présent imposés. À l'échelon de chaque pays ou entité sociétale, la pyramide résultante a concrétisé une cohérence minimale entre ces quatre faces complémentaires sur la base des ressources limitées de son socle. Or, il en est des pays vis-à-vis de l'humanité, comme des individus vis-à-vis de la société, et faute de démocratie, les comportements imposés par les choix des dominants minoritaires déterminent directement la teneur des relations internationales, via la diplomatie, les traités et les organismes d'échelle planétaire. Dans ces conditions, l'absence de démocratie fait que les options prises sont contraires à l'intérêt majoritaire des peuples, tandis que par ailleurs, sans mesure objective universelle et minutaire, ni partition biéconomique, les innombrables abus déjà explorés se trouvent gravement amplifiés à l'échelon des relations internationales, les guerres ne formant que la douloureuse surinfection intersociétale des abcès nationaux. Du point de vue socio-économique, et dans la mesure où chaque marché sociétal a sa propre cohérence, les équilibres se mettent en place de façon locale, régionale ou nationale, selon une continuité géodémographique progressive, en conformité avec des mentalités et des comportements plus ou moins avancés sur la route du progrès objectif et de son logique sens unique. C'est ainsi que n'importe quel touriste peut s'épater de la différence apparente des prix de certaines denrées dans le pays exotique qu'il visite, sans réaliser que les conditions de salaire, de production et autres changes monétaires relativisent cette différence toute subjective. Cela dit, dès lors que le commerce international multiplie les échanges, les pyramides en contact doivent se compléter et s'adapter à une nouvelle situation, constamment évolutive, dont les conséquences peuvent déstabiliser leur surface externe en la faisant grandir ou épaissir lorsque ladite société gagne à l'échange, voire rétrécir ou s'éroder dans le cas contraire, sans compter que ces évolutions peuvent s'avérer bien plus cruciales lorsqu'elles mettent en jeu le cœur pyramidal et sa teneur sociétalement vitale. Le commerce a pour ainsi dire toujours été nécessaire, d'abord en tant qu'échange de ce qui manque le plus à chaque partenaire, à la façon d'un troc, puis en tant qu'augmentation d'une richesse plus futile dont l'échange profite essentiellement aux surdominants, pour aboutir à la délocalisation du travail et de l'emploi mis en place par et pour les entreprises multinationales et leurs banques à travers une abolition des frontières facile à déguiser en progressisme mondialiste, et à condition qu'aucune limitation ou rationalisation sociopolitique n'interfère. Dans ces conditions, les nouveaux outils d'analyse et de gestion sociétale ici proposés
offre les moyens techniques d'étudier sereinement la réalité, et plus encore de piloter la préservation et l'évolution du fameux cœur pyramidal que représente le domaine public en tant que priorité absolue permettant de maintenir l'équilibre éco-démocratique, dans le sens à la fois socio-économique et écologique du préfixe. En pratique, la minuté et la partition-répartition biéconomique rendront les calculs à venir plus rationnels que jamais, au point d'éclairer quasi scientifiquement le bon sens naturel de la majorité citoyenne. Par exemple, et s'agissant particulièrement du contexte actuel des pays développés déstabilisés par la mondialisation, il est triste de voir que seuls quelques dirigeants de tempérament particulier, qualifiés de populistes, prennent de bonnes décisions politiques, aboutissant à la relocalisation d'un maximum d'activités sur le territoire dont ils sont responsables, par le seul courage de restaurer un minimum de frontières commerciales et de taxation des importations, avec pour résultat quasi immédiat de favoriser l'emploi, ressusciter leur économie et apaiser les tensions sociales issues de la précarité. Certains pays imposent des lois qui sont en parfaite cohérence avec leurs priorités sociétales, nonobstant la soi-disant ouverture du marché planétaire, à l'instar de la Chine qui exige la création de partenariats à majorité minimale chinoise pour chaque entreprise étrangère désireuse de s'y implanter dans le but de produire et de vendre, aussi bien que d'importer ou d'exporter. Dans la même veine, et en dépit des motivations politiques et économiques impérialistes d'un Donald Trump aux USA, force est ici de reconnaître que l'emploi s'était spectaculairement redressé outre-Atlantique suite à sa politique dite protectionniste peu avant la pandémie du Covid-19, tout comme à nouveau depuis quelque temps. Ces deux grands pays sont loin d'être des exemples d'élodistes ou biéconomiques du point de vue sociétal, mais le bon sens qui fait passer leur intérêt avant celui des autres semble de facto tenir lieu de garantie minimale pour le cœur pyramidal de leur société, aussi improvisé et incomplet soit-il. L'intérêt de l'analyse minutaire et de la partition biéconomique sera d'asseoir les bases d'une nouvelle cohérence particulièrement utile en matière de relations internationales, aussi longtemps que les entités sociétales correspondantes ne seront pas au même niveau de maturité sur les quatre faces de leur pyramide, indépendamment de leur volume. Car ce sont surtout ces différences de niveau, plus que tout autre aspect culturel subséquent, qui font le lit quotidien de l'exploitation des uns par les autres via la néocolonisation de la délocalisation low cost, suscitant, en plus des surprofits mondialisés qui ruinent la planète, l'émigration massive de tous ceux qui fuient la misère, la guerre et le dérèglement climatique qu'un tel gaspillage ne fait qu'aggraver. On rétorquera peut-être que les deux exemples cités concernent de très grandes puissances capables d'imposer leurs lois aux autres, mais pour autant, certains petits pays ne se privent pas de n'en faire qu'à leur tête, dans l'intérêt premier de la majorité de leur peuple. Après tout, le propre de la souveraineté quadrifaciale, voire pentafaciale de la moindre pyramide volontaire, est de faire la bonne péréquation entre ses propres contraintes architecturales locales, seule façon pour toute entité sociétale réelle de préserver sa propre dignité et sa juste fierté, et de se faire respecter via une forme d'identité républicaine dûment fondée sur une conscience collective affirmée. Cela s'appelle la souveraineté ou la liberté partagée. Or, c'est bien là que se trouve le cœur du blocage à la fois politique et économique d'un vieux pays comme la France et la preuve tangible du hold-up sociétal d'échelle sans précédent opéré par des pouvoirs économiques multinationaux sur les droits sociaux de cette éco-démocratie française, aux dépens de son peuple. Si les gouvernants et autres décideurs de ce pays pouvaient avoir le courage et l'honnêteté de gérer dans l'intérêt majoritaire du peuple, ils se sentiraient le droit et le devoir de garantir l'emploi de tous les actifs potentiels par le moyen de la loi française, en exigeant, ne serait-ce que par saine intelligence écologique, que toute entreprise étrangère désireuse de vendre en France soit obligée de produire en France pour le marché français, ce que la taille d'un pays de près de 70 millions d'habitants justifie très largement. Si des choix transparents étaient démocratiquement laissés aux classes moyennes majoritaires, ces dernières préféreraient sûrement l'achat de produits et services français, de qualité contrôlable, dont les prix correspondraient automatiquement à un juste pouvoir d'achat intranational,
pour que les entreprises puissent écouler leur production sur place, tandis que par l'emploi et son salaire, les citoyens de l'Hexagone verraient leur niveau de vie croître et s'équilibrer enfin dans les mêmes proportions. Le localisme n'est rien d'autre que cette évidence de cohérence et de fondation par le bas, comme l'impose toute construction durable, ce qui n'empêche aucunement l'augmentation de l'échelle des échanges jusqu'au niveau international, à la façon d'un arbre dont les branches s'épanouissent à partir du même tronc et qui communique en parfaite osmose avec son environnement sans renier la plus petite de ses racines. Une entreprise étrangère ne veut pas investir, ni donc vendre en France? Quelle importance cela peut-il avoir, dès lors que de réelles garanties frontalières permettront à certains Français de produire la même chose pour leurs compatriotes? De nombreux produits disparaîtront peut-être du marché et des gondoles de supermarchés? Quelle importance s'il reste l'essentiel de ce dont les Français ont besoin et qu'ils sont capables de produire, en pleine cohérence sociétale interne? La France existait en tant qu'exemple universellement enviable bien avant la mondialisation féroce du discount et du low-cost, avec des produits durables de haute qualité, propres à satisfaire un mode de vie et une qualité de vie très supérieure à l'actuelle déshumanisation dans laquelle ce grand peuple a perdu les principes humanistes de son histoire, au point d'être écartelé entre ses nobles idéaux de justice, égalité minimale et sa pâle et naïve imitation des pratiques managériales anglo-saxonnes. À l'instar de la pseudo-construction européenne, dont le seul pan financier écrase les autres dimensions, les relations commerciales de niveau international sont régies par la loi du plus fort, avec encore plus de violence à la clé que leurs correspondantes intranationales, montrant l'échelle extrême de la logique monosystémique du libéralisme à tout crin, alors même que cette nouvelle dimension se heurte à l'espace clos de la planète, lequel leur renvoie déjà en écho le boomerang des pires contradictions que l'histoire ait jamais cumulées. 5. Le bon ou le mauvais commerce international. La mondialisation actuelle est le résultat extrapolé d'un abus de liberté typique de l'absence d'une partition bi-économique équilibrée, et dont l'effet direct est de rétrécir, voire d'annihiler, l'espace public et sociétal de l'égalité objective minimale à laquelle chaque être humain a droit, attestant en ce sens l'exportation des contradictions nationales de chaque pays à la façon d'une perpétuelle fuite en avant. Les toxines de ce capitalisme abusif font pourrir la société dont elles se nourrissent. Comme un furoncle finit par faire éclater sa bulle purulente, cette phase d'inflammation et d'effondrement correspondant aux crises systémiques sociales et guerrières dont la violence extrême assainit temporairement les tissus sociétaux, au détriment de tant de vies aspirant à la paix. Face à cette triste loi de la nature, contraire à l'idéal qui différencie l'humain de l'animal en degré de conscience, la solution bi-économique et son calcul minutaire permettront de respecter, avec autant de justesse de calcul que de justice d'intention et de pratique, les aires équivalentes de l'égalité minimale et de la liberté maximale, en évitant les interférences nocives qui polluent leurs relations fondamentalement complémentaires, et ce, aussi bien à l'échelon des relations internationales qu'au sein de chaque pays, à minima comptablement définis. L'équilibre sociétal pacifique dépend en réalité uniquement du maintien de la proportion bi-économique maximale de 50-50, quelle que soit la hauteur variable de la pyramide totale et la richesse factuelle qu'elle représente. Les aléas des relations internationales, tout comme n'importe quel cataclysme ou évolution naturelle, auront toujours une influence plus ou moins déterminante sur le niveau de vie de chaque population concernée, à plus forte raison si le cœur pyramidal lui-même est trop dépendant de l'étranger, mais le mode de vie sociétal optimal et pacifique restera intact aussi longtemps que la partition-répartition sera maintenue à son niveau minimum-maximal. Mieux encore, la stabilité des proportions ainsi atteintes maintiendra un localisme objectivement mesurable de façon équilibrée via l'analyse minutaire, dès lors propre à promouvoir les meilleures initiatives d'échange international, non sans décourager symétriquement, et pour le bien de tous, le dumping social et la concurrence déloyale qui sont devenus les deux mamelles infectées de la délinquance mondialiste. Outre un localisme plus justifié que jamais sur sa base minutaire, les choix futurs en matière de commerce international et de traités
seront le fait d'un pouvoir démocratiquement garanti par le délodisme qui va de pair, en s'appuyant en toute transparence sur les outils de gestion exhaustive ici proposés, avec une exigence de réciprocité que le droit légitime des peuples à disposer d'eux-mêmes rendra incontournable. Cette réciprocité de bon sens, seule à même de respecter la souveraineté de tous les peuples, supposera par exemple qu'en symétrie avec le cas décrit plus haut, toute entreprise désireuse d'exporter soit encouragée par la loi à créer une usine dans chacun des espaces étrangers concernés, plutôt qu'à faire dépendre l'emploi national d'une demande extérieure plus ou moins aléatoire, au prix d'une logistique inutilement polluante. Car la vocation la plus naturelle des citoyens n'est pas de surtravailler pour l'exportation, si le marché français, par exemple, se trouve saturé, pas plus qu'il n'est logique d'importer ce qui peut être produit sur place. Si l'on supposait que, globalement, l'emploi en France dépende à 50% de l'exportation et que ce pays importe par ailleurs une proportion plus ou moins identique de sa consommation, cela serait tout, sauf la preuve d'une gestion cohérente, tant du point de vue sociétal qu'écologique, sauf concernant des produits ou ressources localement indisponibles. Le bon commerce international est donc celui qui complète les besoins de chaque pays, sans induire une interdépendance chronique et artificielle le plus souvent inégalitaire et faussée, puisque basée sur des niveaux de développement trop différents, induisant une forme de colonisation et de pillage de ressources et de valeurs objectivement illégitimes à l'échelon de la société planétaire. Ainsi, le commerce international apparaît-il lui aussi comme le fidèle reflet des travers typiques de l'ultralibéralisme monosystémique, reproduisant à l'échelle amplificatrice de la planète les défauts de toute société humaine non encore pacifiée, faute d'ignorer sa double nature. Pour autant, le bon commerce extérieur, comme le bon mondialisme, sont aussi des réalités indispensables à l'épanouissement général via le progrès du développement économique. Et la réussite des meilleures entreprises sur la plus grande échelle possible ne saurait être remise en cause, du moins en tant qu'expression de la liberté d'entreprendre et résultat mérité d'une saine concurrence. Mais cela suppose simplement la définition minutaire et démocratique du localisme optimal via chaque législation réellement souveraine, et le respect de la partition-répartition bi-économique à proportion objective des 50% que doit représenter le domaine public de chaque entité, y compris concernant la sphère privée des relations internationales, à travers l'équilibrage indispensable de ses droits et devoirs envers les communautés nationales impliquées et leurs espaces comptables respectifs. Cela revient à dire qu'à la différence des manœuvres usuelles des surpuissantes mégafirmes d'envergure mondiale, la loi définissant chaque frontière sociétale doit s'exercer de plein droit, quel que soit le lieu du siège social de ces entreprises, au même titre et dans les mêmes proportions de participation que n'importe quel citoyen particulier. Faute de quoi, l'entreprise concernée ne remplit pas son devoir minimal et se rend responsable d'abus de pouvoir objectivement illégitimes, ce à quoi correspondent les justes appellations de délinquance économique et de nocivité. En termes d'analyse minutaire bi-économique, il sera donc tout à fait possible, et toujours plus facile avec les outils d'aujourd'hui, de définir et de calculer la positivité ou la négativité de tous les acteurs et décideurs économiques dans leurs résultats les plus concrets, sachant que l'échelle internationale ne fera que révéler plus clairement encore l'utilité ou la nocivité de ces derniers, voire jusqu'à la proportion exacte entre ces deux effets pour une même entreprise. Cela dit, moyennant le respect généralisé des proportions de l'équilibre bi-économique qui sera bientôt établi, et à la façon du secteur privé de chaque pays, toute liberté d'action deviendra légitime, et les réussites mondiales qui en résulteront à quelque échelle que ce soit ne pourront mériter que les honneurs et l'admiration de tous, car il s'agira là de la vraie récompense d'un génie commercial, industriel ou financier, dépourvu de tout effet pervers ou autre atteinte aux droits imprescriptibles de chaque peuple, comme de chacun des éco-citoyens qui le composent. Au passage, cette exploration supplémentaire démontre clairement à quel point l'indissociabilité de l'économie et de la politique est encore plus flagrante dans ses effets sur les relations internationales, ce qui justifie comme impératif également intersociétal le mariage définitif de la constitution délodiste et du principe de bi-économie minutarisée
dans chaque pays concerné, seule façon de rendre les futurs échanges optimaux et pacifiques à tous les égards. À l'inverse, toute l'histoire et son plus récent avatar révèlent hélas la connivence parfaite entre l'absence de démocratie majoritaire directe et les abus de pouvoir de la mauvaise concurrence internationale, sur fond de destruction transsociétale aux effets dominos les plus désastreux. Pour subjectifs que puissent paraître les termes de bon ou de mauvais dans ce contexte, leur sens minutaire et précis permettra bientôt à toutes les sociétés humaines de se gérer enfin de façon démocratique et pacifique dans l'intérêt du domaine public, tandis que les sociétés privées pourront se développer sur l'espace libre qui leur reviendra tout aussi légitimement, sans plus aucune conséquence vitalement négative ni injustement imposée sur qui que ce soit. Les relations internationales seront ainsi l'occasion d'un mutuel enrichissement fondé sur le respect de l'humanité, individuelle autant que collective, et la croissance mondiale qui en découlera s'en trouvera plus justement répartie sur l'ensemble des régions habitées de la planète, en évitant d'autant plus facilement les mégaspillages si dévastateurs et polluants des surconcentrations confuses d'aujourd'hui. 6. Économie internationale et futur planétaire. Les précédentes sections de ce chapitre amènent logiquement le lecteur à considérer que l'économie internationale n'est pas une science particulière ni de teneur fondamentalement différente de toute discipline observant les entités nationales qui composent le puzzle mondial, si ce n'est qu'à ce niveau supérieur de notre planète, les décideurs principaux sont des multinationales et des gouvernements, les uns et les autres étant toujours foncièrement illégitimes dans leurs abus systémiques, tant que leur liberté d'action sans bornes ne sera pas tempérée et assainie par la double proportionnalité du délodisme politique et de la partition-répartition biéconomique et minutarisée. Il n'est dès lors guère étonnant que, par l'intermédiaire de ce contexte élargi, l'improvisation historique et les comportements de tous les leaders concernés aggravent les relations en caricaturant les mêmes travers de pesanteur socio-économique déjà observés au sein de chaque société. Plus encore qu'en contexte intérieur, en matière internationale, l'économie de marché apparaît comme une guerre ouverte permanente, non seulement entre économies nationales, mais aussi plus subtilement entre la caste des surdominants d'envergure mondiale et leurs peuples asservis de travailleurs consommateurs et autres exclus, tandis que la supercompétition en jeu se trouve exacerbée par l'absence, ou le retard savamment entretenu, de toute forme de réglementation sociale sérieuse ou de régulation politique supérieure, lesquelles supposeront à plus long terme l'universalisation des deux solutions ici proposées, afin d'obtenir la paix à l'échelle planétaire la plus complète possible. Hormis les manœuvres secrètes des diplomates et autres agents missionnés via maintes occasions de décisions influentes, qui nourrissent à juste titre l'impression de quelques complots permanents, la partie visible de l'iceberg, en tant que véritable point de jonction internationale entre le politique et l'économique, n'est autre que l'établissement des traités commerciaux de libre-échange ou de relations préférentielles, sous la surpression de nos jours pleinement assumée des lobbies, dont les plus puissants ne sont autres que l'émanation des entreprises multinationales à vocation industrielle, commerciale ou bancaire, avec les motivations prioritaires bassement financières que l'on sait. En l'absence, voire avec la complicité active ou résignée des pouvoirs politiques, dont le rôle devrait être pourtant de réguler la liberté abusive de certains décideurs internationaux pour la rendre compatible avec l'intérêt général qui est aussi celui de la paix civile, les superpuissances économiques dictent leur volonté et ont beaucoup trop facilement imposé leur traité de libre-échange économique intégral via la suppression de toute frontière commerciale ainsi que l'abandon de tout pouvoir monétaire souverain aux banques privées ou aux institutions semi-publiques supranationales, tandis que pour faire bonne figure auprès des peuples, et plus encore à titre d'échange de bons procédés, de nouvelles entités politiques, soi-disant internationales, ont dûment récompensé les bureaucrates et autres énarques en nouvelles carrières parasitaires et grisantes prérogatives, à l'instar de l'Union européenne et de son impossible accouchement politique et démocratique au bout de 60 années de simulation. Le curieux paradoxe de cette dernière est qu'elle s'appelle Union, depuis qu'elle n'est devenue qu'un informe marché ultralibéral
au sein d'une mondialisation qui détruit la plupart de ses pays membres, alors même qu'elle s'appelait marché commun aux temps heureux, où chaque nation participante était co-gagnante par la grâce d'une saine mutualisation? Dans la mesure où aucune démocratie directe et transparente ne semble exister à grande échelle pour le moment, et a fortiori, tant qu'une solution biéconomique et minutarisée ne se verra pas majoritairement adoptée, le seul résultat possible est l'effondrement de sociétés civiles et étatiques vidées de leur substance, sans la compensation de la moindre construction régulatrice supérieure et démocratique. Sachant que toute démocratie ne peut se construire que par le bas, du seul fait que l'échelle locale ou régionale en constitue la meilleure garantie de transparence, de souplesse et d'efficacité, il ne faut plus rien attendre de majoritairement positif de la part des institutions supérieures ou supranationales, au sein desquelles les risques inhérents de corruption inconsciente, passive ou active, croissent avec la taille en proportion géométrique. Or, tel est bien le mode opératoire actuel de la constitution d'un gouvernement mondial aux ordres de l'économie et de la finance, folie ultime d'une logique qui n'a plus rien de libéral depuis longtemps. De fait, le portrait actuel de la situation planétaire a de quoi miner l'optimisme le plus fort et révèle de façon de plus en plus révoltante la face de dirigeants politiques moins démocrates que jamais, dont la raison d'être n'est plus que de servir les intérêts des surdominants économiques et financiers, en noyant leur peuple de paroles mensongères ou d'effets de communication, et en les divisant par les peurs les plus irrationnelles qui puissent être, afin de se maintenir au pouvoir, selon les principes si bien établis d'un Machiavel. À l'opposé de cette pseudo-construction mondialiste inversée par la flèche descendante de lois minoritaires imposées des sommets via la seule force de la violence la plus illégitime, la double solution délodiste et biéconomique est à même de rendre ce magma enfin cohérent, en le triant par le bas et jusqu'au plus haut niveau planétaire, sans même avoir à démolir ce qui est déjà solidement établi comme utile, un peu à la façon d'une simple inversion de signe ou de polarité magnétique, dans le seul but de faire enfin la juste part des choses entre la paix égalitaire et sociale minimale d'une part, et la liberté individuelle différenciatrice d'autre part, ce qui constitue un pari tout aussi accessible à l'échelon du globe, mais uniquement en tant que conséquence logique de la mise en place du délodisme et du biéconomisme aux échelons locaux, régionaux et nationaux. Cela induira naturellement la cohérence d'une nouvelle maîtrise politique des relations internationales, par l'intermédiaire de traités qui devront tenir compte des intérêts réciproques des partenaires en jeu, ce que toute constitution délodiste permettra en totale osmose avec l'intérêt majoritaire et la préservation du cœur pyramidal ou domaine public. Il en résultera logiquement un apaisement peu à peu généralisé de toutes les relations internationales, tant politiques que commerciales, dans la mesure où tous les peuples, dès lors qu'ils se libèrent des manipulations idéologiques, politiques ou religieuses des surdominants autoproclamés et minoritaires, sont à même de savourer la paix civile ou sociale, puis internationale, sans jamais avoir besoin de se diviser ou de s'inventer un ennemi intérieur ou extérieur en guise de bouc émissaire. L'écrasante majorité des humains n'aspire qu'à la paix, que conditionne l'équilibre biéconomique minimum-maximal, puisqu'en réalité, tous les drames de l'histoire, tant communautaires qu'intercommunautaires, ne sont que la conséquence directe d'abus de pouvoirs idéologiques et politiques ultra-minoritaires, dont les piètres représentants seront un jour remplacés par des présidents délégués devenus plus respectables que leurs équivalents d'aujourd'hui, pour appliquer à la lettre les préférences majoritaires en matière internationale. Alors même qu'ils n'auront personnellement plus aucun pouvoir décisionnel ou discrétionnaire sur leurs peuples respectifs, ces nouveaux dirigeants politiques seront respectés et deviendront incorruptibles, tant vis-à-vis de l'intérieur que de l'extérieur, en tant que personnification de la volonté collective de citoyens devenus intégralement souverains. Dès lors, les options et les comportements pacifiques, en devenant la règle intelligente dans l'intérêt réciproque de tous les peuples, diffuseront la paix civile intérieure jusqu'à l'extérieur des frontières avec l'efficacité de l'effet amplificateur ou géométrique déjà observé précédemment. Tel est le véritable destin de la planète, le vrai dessein de la vie, comme la secrète programmation de nos âmes et de nos consciences
suivant une juste quête de progrès vers l'humanité supérieure des tempérants. Le paysage international actuel se caractérise par la domination de 2 ou 3 empires qui se partagent sans vergogne l'exploitation de milliards d'êtres humains privés de leur liberté légitime à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières de ces géants, tandis que, sciemment tolérés par un semblant d'organisation ou de régulation internationale, de minuscules pays sont curieusement préservés pour servir de paradis fiscal ou de blanchisserie fort malodorante. La suprématie américaine, imitée de près par sa sœur jumelle chinoise, s'est ainsi construite sur des bases totalement subjectives du point de vue de la légitimité qui précède toute histoire, provoquant en cascade des conflits régionaux insolubles dont les nouvelles armes sont plus économiques que guerrières. La plus puissante de ces dernières étant toujours l'argent, tant que les règles du jeu libéral resteront monosystémiques, l'usage historiquement imposé du dollar en tant que monnaie internationale permet aux USA de faire assumer au reste du monde les croissantes contradictions de leur propre économie et de capter ainsi les richesses et ressources de leurs vassaux, en concurrence subtile et passablement ambiguë avec les ambitions sans limite de leurs partenaires adversaires chinois. Le résultat est qu'à ce jour, sous le fallacieux prétexte de l'usage généralisé du dollar, la justice américaine s'octroie de fait le privilège de l'extraterritorialité, sans que ni les entreprises ni les gouvernements des autres nations n'osent réagir, de peur de perdre de juteux marchés. J.M. Keynes dénonçait déjà en son temps l'usage d'une monnaie nationale en tant que moyen de paiement international comme une dangereuse aberration historique, en suggérant très justement de créer une devise spécifique, mais on pourrait tout aussi bien et beaucoup plus facilement se débarrasser du dollar en recréant les conditions d'un juste échange international impliquant, soit à part égale, soit au prorata des valeurs économiques objectives et minutaires du marché, les monnaies respectives des pays directement concernés par tout échange international, ne serait-ce qu'à titre de solution provisoire. De fait, la croyance quasi-religieuse en la valeur de l'étalon dollar n'est qu'une vaste illusion artificiellement maintenue par la spéculation et dont le jeu délibéré consiste à ouvrir ou fermer le robinet en fonction du besoin périodique du surdominant d'importer ou d'exporter matières premières ou produits manufacturés. On imagine aisément l'absence de fondation objective des pseudo-échanges qui peuvent découler d'une telle improvisation, sous la domination illégitime qui nourrit encore ce processus historique, ce que l'analyse minutaire des véritables transferts mis en jeu devrait pouvoir révéler plus clairement que jamais. Le pire est que cet état de choses équivaut de fait à la remise en cause des souverainetés nationales, corroborant sur le plan monétaire et financier l'appropriation abusive des libertés et dès lors l'irrespect de toute égalité minimale vitale à l'échelon collectif des pays ou nations, preuve de la transposition inévitable des excès caractérisant toute entité sociétale en l'absence de sociodémocratie bi-économique. Autant dire que cette pagaille mondialiste devra tôt ou tard évoluer dans la direction suggérée par le présent ouvrage, sauf à mettre en péril fatal l'humanité autant que sa planète si précieuse et fragile. Le besoin d'une tempérisation internationale minimale ne saurait être satisfait par les actuels traités et leurs institutions internationales, dans la mesure où les représentants et décideurs impliqués ne sont pas les relais directs de choix démocratiques, ce qui explique que les options politiques adoptées ne font qu'entretenir un faux semblant de gestion planétaire, sans aucunement remettre en cause les déséquilibres établis, ni les règles du jeu bancaire ou financier qui les entretiennent de crise en crise. Pour espérer éclaircir cet imbroglio planétaire et trouver la bonne sortie du labyrinthe actuel, l'objectivité de l'analyse minutaire sera plus indispensable que jamais, en permettant de déterminer rationnellement la valeur réelle des devises en jeu, tandis que l'avantage sans égal de la partition biéconomique sera de découpler le national de l'international sur le plan financier en isolant judicieusement le moyen de paiement du domaine public de tous les aléas impliqués par la finance internationale, sans empêcher cette dernière de jouer sur son propre terrain privé, mais désormais à ses propres risques et périls. Ce cloisonnement monétaire intrapyramidal correspond peu ou prou au besoin constamment réitéré de séparer les activités financières de dépôt et de spéculation au sein des banques,
ainsi qu'à l'impérieux besoin de mettre en place une banque unique pour le domaine public de chacune des entités sociétales afin de rendre leur cœur pyramidal plus stable et indépendant que jamais. À l'instar du localisme si consubstantiel d'une autonomie aussi souveraine que possible concernant tous les biens et services du cœur pyramidal ou domaine public, la monnaie nationale ou régionale devra être stabilisée dans sa valeur objective immuable via quelques systèmes bancaires publics simplifiés en un seul moyen de paiement exprimable en minuté et totalement déconnecté de toute perturbation internationale par quelque moyen technique que ce soit, ce qui sera d'autant plus facile à réaliser que les évaluations financières et monétaires historiques et subjectives seront obligées de respecter la référence minutaire et de s'en rapprocher tendanciellement, tandis que les taux de change éventuels se verront ainsi politiquement déterminés sur cette même base objective, au lieu d'être livrés aux marchés spéculatifs habituels. Qu'il s'agisse de faire cohabiter deux monnaies intrasociétales ou de sécuriser autrement la partition d'une seule et même devise en deux volumes correspondant aux besoins des domaines publics et privés, selon les mécanismes ou les solutions techniques disponibles, l'essentiel sera de sanctuariser ou de protéger en toutes circonstances la masse monétaire sociale d'usage public et sa valeur minutaire face aux aléas spéculatifs propres aux relations privées d'envergure nationale ou internationale. Cela dit, l'équilibrage biéconomique et son effet répartitif sur l'ensemble de la population des adultes actifs aboutira déjà à l'utile sécurisation sociale des revenus, dès lors doublée de l'adaptation forcée du marché privé, y compris en ce qui concernera subséquemment les relations et pratiques financières, celles-ci ne pouvant plus se déconnecter de l'économie réelle, sauf à leurs propres risques et périls, c'est-à-dire sans plus aucun effet pervers sur le cœur pyramidal public ou éco-citoyen. Sur le plan politique, les traités commerciaux présentés comme définitivement incontournables sont parfaitement sujets à dénonciation au bon vouloir de la préférence citoyenne majoritaire, et devront donc être revus et légitimés par chaque peuple concerné à l'occasion de la prochaine évolution délodiste, en particulier dans le cadre français d'une sixième république temporaire, pour permettre aux citoyens de faire le tri entre ce qu'il faut conserver, modifier ou ajouter dans ce domaine, comme dans toutes les autres dimensions de la loi commune. Les pratiques de l'économie internationale seront donc appelées à évoluer dans le sens d'un assainissement indispensable sur la base du respect dû à chaque entité sociétale, tandis que l'objectivation de plus en plus évidente des intérêts communs favorisera de nouveaux espaces de fusion ou autres fédéralismes socio-économiques, voire politiques, mais uniquement en fonction de la volonté majoritaire des peuples concernés, et dès lors en garantissant un intérêt mutuel bien compris. Si des besoins de solutions plus élargies se font ressentir afin de pouvoir dépasser les moyens insuffisants d'entités sociétales trop petites, la coagulation enfin associative et positive qui en résultera ne pourra que progressivement construire une forme de dénominateur commun à toute l'humanité, au fur et à mesure que ces multiples composantes sociétales comprendront la fraternité de fait de leurs conditions terrestres objectives, preuve que ces dernières auront largement dépassé les barrières culturelles et primaires d'une humanisation par trop incomplète sur l'essentiel. En prétendant se construire sur l'effondrement de pyramides locales, nationales ou régionales encore en devenir du seul point de vue démocratique, le projet actuel d'un gouvernement mondial dévoile au grand jour sa finalité dominatrice strictement économique, alors qu'il faut au contraire commencer l'édifice par le bas, via la société délodiste et biéconomique la plus pacifique qui soit, pour assurer des fondations définitivement inébranlables à l'inévitable accomplissement planétaire programmé dans l'inconscient collectif de notre humanité. La fin du monde n'est pas pour demain, et le puzzle de civilisation qui se met en place, bon gré, mal gré, ne saurait disparaître dès lors que tous les recoins de ce globe sont en contact, suscitant déjà la prise de conscience d'une condition planétaire partagée au fur et à mesure que se mélangent les peuples et plus encore les personnes de toute origine. La seule condition pour accélérer le processus est de le pacifier en créant l'environnement sociétal optimal pour que les humains et leur culture se solidarisent et se complètent, en dépit des signes inverses d'une triste actualité toute provisoire au regard des progrès de long terme que le temps accumule.
7. Exemplarité sociétale et contagion positive. Contrairement à la formule en forme de souhait, l'exemple vient d'en bas et du plus profond des racines de l'histoire, par le jeu subtil de l'expérience qu'offre le temps via la transmission. Lorsque l'exemple vient de plus haut, voire du sommet, c'est uniquement parce qu'il a déjà fait ses preuves plus bas, différenciant aussitôt les grands personnages historiques des petits dominants usuels, à l'instar du beau parcours d'un Charles de Gaulle, comparé à celui de ses successeurs. Il est vrai qu'en l'absence de toute démocratie bi-économique, les fondations sociétales faussées font s'effondrer ou s'affronter des pyramides trop bancales, et ces douloureuses périodes de remise à plat peuvent révéler de grandes figures humaines, non sans risquer à l'inverse, et hélas beaucoup plus fréquemment, de promouvoir des caractères plus ou moins dictatoriaux, tant le besoin régressif d'un père ou d'une mère de la nation se fait alors ressentir. Ces aléas historiques, pour spectaculaires qu'ils soient, ne sont que les vagues écumantes et violentes d'une surface qui cache le courant profond et essentiel de l'histoire à long terme, lequel tisse peu à peu une trame indifférente au drame, via la maturation de la conscience collective des sociétés humaines, et malgré les effets de contre-courant ou de ressac aujourd'hui si tristement visibles. En réalité, dans le monde déjà planétarisé qui nous entoure, la transmission de l'information et le brassage des échanges culturels et intellectuels structurent peu à peu la nouvelle conscience universelle d'être sur un chemin commun de gré ou de force, en particulier face à l'enjeu environnemental, en conséquence d'un développement matériel et culturel nécessaire à tous, quel que soit le degré de maturation sociétale de chaque entité empiriquement définie. La mondialisation toute matérielle et financière imposée par les dominants du moment prétend être inéluctable dans sa forme autant que bénéfique dans le fond, alors qu'en réalité, il est tout aussi impossible d'échapper au vrai fondement de son utilité matérielle que nécessaire d'en réformer le mode opératoire. Le développement pyramidal le plus équilibré possible est souhaitable à toute société, en termes d'accession à un juste degré de confort, de bien-être social et de conscience humaine. Mais l'actuel processus de développement, pour historique qu'il soit, ne revêt aucune légitimité sitôt qu'il remet en cause les besoins vitaux de l'individu et de la société, en débordant de façon aussi polluante sur le domaine public objectivement nécessaire à tout équilibre sociétal minimal, c'est-à-dire au-delà des 50% de richesse qui reviennent, à part égale, à chacun des citoyens adultes et actifs de la population concernée, via le bien commun et la garantie universelle d'une vie matériellement, socialement et culturellement décente. Aucune construction internationale saine et durable ne peut se réaliser sur la base de sociétés déjà biaisées par une fausse démocratie doublée d'un monosystémisme confus, et il est facile d'observer que plus l'échelon du pouvoir politique ou économique s'éloigne du local, plus la conscience collective, citoyenne ou professionnelle, se dilue dans l'abstrait et dans l'opacité propice à tous les abus, comme le montre la différence révélatrice entre l'estime des citoyens pour leur municipalité et la défiance que leur inspirent les degrés régionaux, nationaux et a fortiori internationaux dudit pouvoir, sans même compter ici l'efficacité inversement proportionnelle qui en découle. La démocratie locale, grâce au pouvoir d'assainissement des pratiques socio-économiques qu'elle peut conférer à des citoyens aussi autonomes et souverains que possible, doit constituer le premier maillon indispensable à tout édifice sociétal pacifique. Et les nations résultant d'une histoire commune ne peuvent retrouver leurs droits, leur liberté et leur raison d'être qu'en se fondant sur une réalité délodiste, ainsi que sur la dimension inséparable de la bi-économie minutarisée et de sa partition-répartition. La situation internationale d'aujourd'hui, imposée comme un fait accompli par l'OPA de l'économique sur le politique depuis l'ouverture des frontières et des cohérences nationales aux quatre vents de l'ultralibéralisme, est une impasse totale, désormais avérée, sur toutes les phases pyramidales concernées, surtout concernant la politique économique et sociale, comme en témoigne l'impuissance des responsables élus et leur perte constante de légitimité dans l'opinion des peuples chaque fois que ces derniers ont l'occasion de s'exprimer plus ou moins librement. Dans ces conditions, la seule façon pour notre humanité de reprendre en main son destin consiste à faire l'expérience d'une évolution délodiste, pacifique et tempérante,
à partir des nations existantes les plus avancées en termes de maturité citoyenne, afin de donner l'exemple d'un progrès sociétal sans précédent, ce qui supposera forcément de s'affranchir des contraintes mises en place par les minorités surdominantes du moment, quitte à devoir protéger provisoirement le ou les laboratoires concernés des effets pervers de l'improvisation historique extérieure. S'agissant de la France, il est à espérer que son illustre passé et sa spécificité républicaine lui permettront de donner l'exemple et de montrer la voie de la liberté équilibrée par l'égalité interdomaniale et publique, puisque les solutions tempérantes ici proposées ne sont que le fruit direct de l'esprit des Lumières et de son idéal émancipateur autant que pacifique. Cela dit, n'importe quelle autre nation est potentiellement en mesure de servir d'exemple mondial, car les matériaux nécessaires à toute reconstruction sociétale équilibrée dépendent plus de la conscience collective que de la richesse matérielle ou de l'ancienneté. Peut-être les plus vieux peuples européens, rajeunis et revivifiés par le sang nouveau de l'immigration postcoloniale, seront-ils à même d'ouvrir le bal de la valse à 3 temps que la solution biéconomique et délodiste promet? Peut-être leur grande richesse et la décadence de leurs mœurs, dérivant d'une perte de sens et de finalité sociétale, leur feront-elles renoncer à prendre le moindre risque? Peut-être en viendrons-nous à cette solution contraints et forcés par les circonstances d'un effondrement historique supplémentaire? La juste révolte des vrais gilets jaunes, sournoisement déroutés en impasse de violence par les manœuvres croisées du pouvoir comme de l'opposition politique, offre un triste contraste avec la force maîtrisée des immenses manifestations algériennes et autres printemps arabes, tandis que partout à travers le monde, les peuples se réveillent et expriment leurs besoins de justice et de paix. Quoi qu'il en soit, il s'agit là de l'écume des temps, et la façon dont les multiples peuples de la Terre finiront par imposer la démocratie et la justice minimale dépendra de contingences imprévisibles liées aux différentes cultures en jeu selon leur propre maturité citoyenne critique, tandis que le fond du changement, à plus ou moins long terme, passera inévitablement par la solution biéconomique et délodiste. Car les deux instruments de cette évolution sont aussi indissociables qu'universels, puisqu'ils respectent en tout point la double nature objective qui définit notre humanité et s'appliquent simultanément sur les 4 faces de la pyramide sociétale, la dernière, culturelle, faisant l'objet du livre 3 des tempérants. À l'instar de toute découverte ou invention d'envergure, chaque fois qu'une innovation sociétale utile apparaît dans un cadre forcément limité à quelques frontières, elle crée un nouvel étalon de comparaison et se propage alentour d'autant plus vite qu'elle s'avère un réel progrès, ce qui fut le cas en Europe pour les idées de la Révolution française et le palier semi-démocratique auquel elles ont alors correspondu. Le temps aidant, l'évolution des mœurs ne suppose plus de révolution violente, a fortiori s'agissant de tempérance et de prise de conscience objective d'une réalité désormais scientifiquement observable grâce à l'analyse minutaire. L'espoir raisonnable à la clé de ces réflexions est donc de réconcilier objectivement la liberté maximale avec l'égalité minimale, en confirmant simultanément, mais sans plus jamais les mélanger, les points de vue opposés et complémentaires des ennemis d'hier, via la compréhension de la réalité universelle sous-jacente aux malentendus historiques dérivant de notre double nature humaine. Pour des raisons de masse pyramidale critique ou minimale, le niveau décisionnel d'instauration de la société délodiste est évidemment national, en continuité logique avec l'histoire propre à chaque pays et au peuple correspondant, nécessité qui ne devrait aucunement empêcher de promouvoir des pré-expérimentations plus régionales, voire locales, à la façon dont progresse n'importe quelle science digne de ce nom. Tout comme les spectaculaires progrès de la science physique, en particulier quantique, ne s'accomplissent qu'en validant par l'expérimentation des assertions au départ théoriques et intuitives, mais toujours suggérées par un héritage culturel précédemment digéré, la connaissance se nourrit ainsi de la compréhension organisée d'un univers au départ inaccessible à nos sens élémentaires, pour résoudre la confusion de notre vision du monde par la classification et la clarification de ces éléments, condition préalable à la mise au point d'une solution chaque fois supérieure qui permet de les relier dans le bon sens. La planétarisation actuelle
ne saurait donc cacher l'essentiel, à savoir que c'est à l'échelon sociétal de chaque pyramide nationale qu'il faut changer de logiciel, et donc poursuivre les présentes réflexions, sans quoi la cohérence des 4 faces pyramidales visibles se réduirait au no man's land de la gestion multinationale la plus myope qui soit, ce qui est tout sauf le but des observations macroscopiques en cours. Septembre 2020.